Je dis toujours, je ne sais pas si ma mère le disait déjà ou à quel moment je me suis dit, mes parents, c'est vraiment l'amour passionnel. Comme Antonio Machado disait, ni contigo ni sin ti, contigo porque me matas y sin ti porque me muero. Hein? Ni avec toi ni sans toi parce que je meurs, avec toi parce que tu me tues. C'était ça. En fait, j'ai grandi... En fait, ma mère... Je me rappelle de plein de fois, quand j'étais petite, où ma mère venait... il se disputait beaucoup avec mon père. Il ne battait pas, mais il claquait des portes, il mettait des poings sur la table. Donc, c'était une violence qui était très présente. Et ma mère se mettait tout de suite en position de soumise. Donc ça bataillait un peu, mais à un moment donné, c'est lui qui prenait, qui devenait une tournade impossible d'arrêter. Impossible d'arrêter. Tout et n'importe quoi pouvait être déclencheur de la furie de mon père qu'il avait en lui. Et cette furie, cette folie directe, il allait la mettre contre ma mère. Donc ça pouvait être quelque chose que moi j'avais fait, ça pouvait être un sac au milieu du passage, ça pouvait être une dispute avec son père. La folie venait à lui et il s'attaquait à ma mère. C'était sa cible en fait. C'était sa proie, c'était sa cible. Il s'attaquait à elle au point de commencer à l'insulter et ça allait directement être « Pourquoi tu m'écoutes pas? Pourquoi tu rigoles? T'entends ce que je te dis? Regarde-moi ». C'était la haine, c'était la guerre, c'était la haine, c'était des mots horribles. Donc je me rappelle de plein des moments de mon enfance quand j'étais vraiment petite, de voir mes parents partir comme ça et moi partir, baisser les yeux, pleurer, partir dans ma chambre, pleurer. Et mon père très vite allait dire « Je suis encore ici pour les gosses. Je reste pour les enfants. Je reste pour les enfants. » Et je voulais qu'il meure. Je voulais que mon père meure. Je voulais que cet homme arrête de faire chier ma mère. Mais j'étais aussi amoureuse de mon père. Mon père était tout pour moi. Je vivais dans le conflit émotionnel. Mon père était l'homme charismatique, drôle, séduisant, qui avait tout pour lui, qui plaisait aux femmes. En fait, quand on grandit dans un foyer comme ça, tout au long de la vie, on nous dit « t'es comme ta mère, t'es comme ton père, t'es comme ta mère, t'es comme ton père ». Et en fait, on devient dingue. À la fin, on a l'impression qu'on est fou parce on vit dans la confusion de ce que c'est l'amour, de ce que c'est la confiance, de ce que c'est le respect. On est continuellement dans la méfiance, on est dans l'observation. Leur visage me disait qu'est-ce que la soirée allait donner en fait. Moi, j'ai toujours souhaité pour eux qu'ils se séparent, pour qu'ils trouvent finalement le calme chacun de son côté. Quand j'avais peut-être 28, 30 ans, c'est là que j'ai dit basta à mon père et je me suis vraiment affrontée à mon père. Et ce jour-là, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé mon père et je lui ai dit maintenant ça suffit, je l'éloigne de toi. Tu vas arrêter de lui faire du mal. Voilà, il faut se séparer, il faut que vous vous arrêtez. Maman, elle veut se séparer. Et mon père m'a crié, m'a gueulé, m'a insulté, m'a dit que je le prenais pour qui, que j'étais qui, qu'il voulait parler à ma mère, que je lui passe ma mère. Et donc j'ai pris ma mère, j'ai dit tu n'iras pas à la maison, et ma mère s'est calmée, et puis elle est retournée. Et puis le jour après, elle m'a dit, ton père il s'est mis à genoux, il m'a demandé pardon, on s'aime à la folie, on continue. Tout de suite, je me suis dit, de quoi je me suis mêlée? Et voir ses parents se dire des choses horribles, ça fait mal. Et quand on est un enfant, on pleure, et quand on est une femme... je le détestais, j'ai le détesté. Moi, je croyais vraiment qu'un jour, un des deux allait faire une crise cardiaque et ça allait s'arrêter là. Par la force des choses, ils se sont calmés.
Mais en même temps, mon père, il a un AVC, qu'il a enlevé la parole. Du coup, il ne peut plus insulter ma mère. En fait, c'est l'AVC qui les a calmés. Sauf qu'ils ont tout emporté avec eux. Notre repère, notre stabilité, notre confiance au monde, notre stabilité, notre confiance au monde et le reste, la famille, ce que c'est la famille, les enfants, les petits-enfants, notre repère, notre stabilité, notre confiance au monde. Et je leur en veux pas, mes parents, et je ne leur juge pas, je ne leur... Je comprends, juste je comprends. Je comprends où l'amour fou peut nous amener. En fait, il peut nous amener à tuer l'autre ou à détruire tout ce qu'il y a autour. J'ai grandi avec cette violence et cette violence était à moi. Et puis petit à petit, j'ai fait un long travail pour la comprendre, pour la saisir et surtout pour ne pas la répéter. Pas besoin ? Ah. Tu es prête ? Je pense que le plus dur effet, c'était entendre Lionel, tout ce qu'il a dit à côté de moi, alors, me décrire. Sans transition, mais avec néanmoins beaucoup de liens avec ce que vient de dire et d'évoquer Lionel, et bien que ça soit en clôture de vos assises, on considérera que les portes fermées ne clopent pas le débat et que vous partirez en cheminant entre lucidité et espoir de tout ce que ça ouvre comme question et comme perspective. C'est juste une histoire, Sandra. Juste une histoire et en même temps un récit singulier. Le récit de violence intrafamiliale qui ne laisse pas de plaie apparente. On ne parle pas de violence physique, il n'y a pas de bleu, il n'y a pas de coups physiques, mais il y a beaucoup de coups de mots, beaucoup de coups liés aux engueulades dans la famille, et tout ça laisse des traces qui perpétuent quelque chose de l'ordre de symptômes qui s'agrègent et qui finissent par faire trauma. Je ne vais pas être trop long sur la présentation, mais c'est Sandra qui doit témoigner de ce récit parce qu'elle le dit qu'il a fallu un long travail sur elle-même, beaucoup de rencontres. Le fait qu'elle soit devenue une artiste reconnue, surtout une réalisatrice compétente, on va dire, qui a utilisé la caméra et qui l'a fait beaucoup voyager en France et dans le monde. C'est un déclic qui est apparu à un moment de son parcours. Ce parcours, il est singulier et en même temps, je pense que vous y retrouverez beaucoup d'éléments que parfois on observe sans forcément écouter. On les entend sans forcément servir de caisse d'enregistrement de cloud, comme disait Lionel tout à l'heure, alors que pour le sujet lui-même, c'est une source de démarrage d'un certain parcours, d'un certain chemin pour comprendre son histoire et là où elle naît et là où elle renaît. Une enfance, on va dire, a priori sage, bien que marquée par des crises colériques, marquée par des périodes d'enfermement sur soi, mais en même temps une enfance sage qui réussit à l'école et qui donne satisfaction à la maison. Elle s'occupe du ménage, de la cuisine, des autres, etc. Mais elle vit dans une ambiance où ses parents, qui l'ont eu très jeune,
est une ambiance passionnée, passionnelle, une ambiance d'amour fou, on va dire. Elle a cette phrase qu'elle évoque dans la petite... c'est sans toi, je meurs, mais avec toi, je me tue. Ou tu me tues. Mais je crois qu'il y a les deux dans l'ambivalence. Il y a le je et il y a le tu. Et ça, c'est l'histoire qu'elle vit de ses parents et l'histoire qu'elle va commencer à vivre elle-même dans son parcours. Ça finit par se fissurer, ça se désagrège, ça craquelle, au point que, à l'âge de 12 ans, tu deviens totalement blanche de cheveux. Cette violence arrive, bien qu'elle soit par les mots, arrive à meurtrir le corps. Et l'adolescence va être, comme beaucoup d'adolescents que l'on rencontre en protection de l'enfance, ce volcan qui explose, qui se fissure avec des coulées de lave dont on ne sait pas vers où ça va couler. Est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce que ça va finir en mer? Sans jeu de mots, mais quand même. Ou est-ce que ça va inonder la terre du côté de là où on habite? Et cette violence, elle va faire côtoyer la mort. C'est la drogue, c'est la bande de copains où il n'y a pas de limite, où la copine meurt alors qu'elle se prostitue, où on absorbe allègrement des drogues lourdes, dures. Et c'est le moment où la mère de Sandra lui dit « Sandra », superbe phrase pleine de réalisme et de dénégation, « ne crois pas que je t'abandonne, mais pour ton bien, je t'envoie aux États-Unis faire ta scolarité. » À 16 ans. Enfant résigné, adolescente résignée, Sandra part aux États-Unis. Puis va revenir au bout de 2 ans avec jamais plus, on va dire, un lien de confiance qui ne se rétablira avec sa famille. Elle va cheminer, elle va encore avoir un petit peu de temps. Elle va avoir la chance, à un moment donné, de rencontrer Frédéric Mitterrand. C'est un hasard de la vie. Elle devient assistante de réalisation et elle commence une carrière professionnelle enviable. Pour autant, à 40 ans, 41 ans, ça bascule. Tout ce qui s'est consolidé du côté professionnel, on va dire, et qui va lui servir à rebondir, ne rebondit pas tout de suite. Il va falloir du temps. Il va falloir qu'elle construise, qu'elle approche sa propre histoire. Et moi, je vais lui demander de revenir sur cette période-là avant qu'on entame la deuxième partie de cette pseudo-interview, on va dire, qui ira plus du côté du thérapeutique. Mais témoignage sur cette enfance-là. Vas-y. Alors, je souffle. Je pense qu'avant tout, j'ai envie de dire que je ne suis pas ici tant que victime pour raconter des détails ou des choses. De toute façon, je pense que je ne connais même pas tout de mon histoire, parce qu'on oublie. Donc on reste sur des choses, ou des images surtout, et des sons, où on se demande si on l'a imaginé, hein, on a des hallucinations ou des sons. Je suis ici pour parler de violence avec vous. Et parce que pour moi, c'est ensemble prendre conscience que cette violence, elle est chez soi, elle est à nous, chez tous. On l'a tous vécu peut-être chez nous, on l'a vu chez d'autres. Et finalement, la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on peut en faire ensemble dans cette réflexion de pouvoir changer des choses dans le futur? Moi, j'y crois.
Donc, je reviens à moi pour que ça puisse être utile. J'ai envie de dire que ce que j'ai vécu, cette violence, elle a commencé par mon père envers ma mère. Mais on entend mon récit, c'est les violences conjugales. Mais très vite, cette violence, elle a commencé à s'étendre comme une tache d'encre. Voilà. Dans notre famille, c'est-à-dire que très vite, ma mère va devenir très violente aussi envers moi. Voilà. Alors, rivalité, jalousie, instrument de désir entre elle et mon père. Très vite, je vois une autre facette de cette mère qui, par des humiliations, va petit à petit ne pas me laisser grandir, en même temps dans une absence parce qu'elle était complètement prise dans sa relation avec mon père, son mari. Je pense que... non, j'étais pas un enfant désiré. Je pense que quand on travaille avec les enfants et qu'on on fait le génogramme, c'est quelque chose qui est important de savoir. Ma mère m'a dit un jour, oui, quand je suis tombée enceinte de toi, c'était retour de couche. Du coup, je suis allée voir le gynécologue pour lui demander si tu allais être retardée, parce que le jour que on t'a conçu avec ton père était sous. Voilà, juste pour vous dire l'ignorance aussi de l'époque, hein, on est encore sous Franco. Donc, toute cette violence de cette mère que petit à petit, je vais accueillir jusqu'à récemment, puisqu'elle est décédée avant Noël, où ça va être... ah, Sandra, je me rappelle quand j'ai eu mes règles, mais je ne me rappelle pas quand est-ce que toi, tu as eu tes règles. C'est-à-dire que petit à petit, je vais comprendre cette absence totale de cette mère, en plus de cette violence. Puis... aussi, cette violence, elle est passée à mon frère qui, à un moment donné dans son adolescence, il va s'allier, hein, c'est plutôt un pacte avec ma mère pour aller contre mon père. Et là, voilà, on voit comment la violence, elle circule dans la maison. Petit à petit, quand je commençais à travailler avec l'histoire de ma famille aussi, c'est pour ça que je suis allée vers la thérapie de famille où très vite on a sorti le génogramme. J'ai compris qu'on était au moins la 3e ou 4e génération dans une famille aussi des frères et sœurs qui étaient en guerre, parce que cette violence que mon père avait, il l'avait déjà avec son frère. Que mon grand-père avait avec son frère aussi. Donc mon père a introduit la violence chez nous avec ma mère, mais il l'avait déjà. Il l'avait aussi déjà hérité et vécu. C'est-à-dire que c'était normal. C'était normal la violence. On vivait avec cette violence du matin au soir, à Noël. On partait à l'école. Je pense qu'il faut... quand on travaille avec des enfants, ce que j'essaye d'analyser, de me réfléchir, qu'est-ce que je faisais pour survivre, parce que j'avais envie de tuer mon père, j'avais envie qu'il meure, c'est terrible, avoir cette idée en tête, vivre avec ça, et en même temps, j'avais envie de mourir moi. Donc oui, les enfants, idées suicidaires, c'est très grave, mais en fait, je voulais que ça s'arrête, je voulais que ça s'arrête, et je me disais, peut-être si là, maintenant, qu'ils sont en train de s'engueuler à table, je me lève et je me jette par le balcon, bon, peut-être que ça va le faire arrêter, ou peut-être pas. Ça, c'est ce qu'un enfant peut... En tout cas, c'est ce que moi, je me disais. Et puis, des ressources que je me rends compte aujourd'hui que je commençais à sortir de façon naturelle. C'est-à-dire quand on fait un voyage en voiture pendant 4 heures et que les parents ils sont en train de fumer, clope sur clope, et qu'on dit qu'on peut baisser la fenêtre, non, il fait froid, et puis après ils s'insultent, et puis ça part, et qu'on nous met des dents, mon frère à côté de moi. Ces moments-là, je me disais, je ne me posais pas la question, j'imagine, mais c'était qu'est-ce que je faisais. Je me la pose aujourd'hui, et je sais que je regardais par la fenêtre, et je comptais les poteaux. Voilà. Aujourd'hui, je fais de la méditation. Je me dis qu'en fait, je rentrais dans un état modifié de conscience qui me permettait de sortir, de m'évader de ce moment.
Je sais que mon frère, aujourd'hui, il porte la violence différemment que moi. Je pense qu'à ces moments-là, lui, il est resté complètement figé en lui. Et on va dire que, en ayant vécu la même histoire, hein, moi, je deviens l'hypersensible, comme on dit, même si je n'aime pas tellement ça. Oui, je suis dans une hypervigilance constante, c'est-à-dire que ces matins, c'était compliqué pour moi pour arriver jusqu'ici, parce que je sentais qu'il y a une attente dans la salle. Donc, je vois très vite ce qui se passe, les gens, ils bougent. C'est différent que hier, donc c'est cette hypervigilance. Et mon frère, non, au contraire, j'allais dire que lui, il n'a pas d'empathie. En fait, on ne se soucie pas tellement des enfants qui n'ont pas d'empathie non plus, parce que ça fait des adultes, bon. Par contre, les adolescents, je veux dire, pardon, les adolescents d'hypersensibilité, voilà, écorchés vifs, dangereux, se mettent en danger. C'était un peu mon cas. Je ne sais pas si je suis dans le même... ça va, vous me suivez parce que, voilà, j'ai rien préparé, mais mon cerveau peut partir en arborescence. J'essaye de trouver des choses qui peuvent vous être utiles. Quand je travaille avec des enfants, des fois, je leur demande, ça a crié à la maison parce qu'ils sont là, parce qu'il y a de la violence chez eux. On parle fort, on parle moins fort. Ah oui, ils peuvent crier très fort. Mais très fort, c'est quoi? De l'immeuble là-bas, on entend, c'est-à-dire donner des choses sur lesquelles eux, ils peuvent s'identifier. Et qu'est-ce que tu fais quand ça crie comme ça? Je vais à la fenêtre, je regarde les voitures passer. Bon, ce gamin, il a des ressources. Et ces ressources ont été pour moi aussi la créativité. Hein, on viendra plus tard. J'essaie de rester sur la violence et cet impact. Donc pendant l'enfance, j'essayais d'être la petite fille parfaite à l'école, à la maison, aider partout pour pas qu'il y ait des problèmes. Dans cette petite fille parfaite, ça va être ne pas causer des problèmes. Alors qu'est-ce qui se passe quand un enfant ne veut pas causer de problème? Il dit rien. Il dit rien à ses parents, il dit rien à sa mère, il dit rien aux adultes autour d'elle. Donc voilà, moi quand j'étais enfant, je faisais de la danse. Et un jour, au retour de cours des danses, ma mère m'avait dit, tu prends pas ces chemins, tu prends ces chemins parce que c'est éclairé, il y a de la lumière, mais évidemment Sandra a pris l'autre chemin parce que c'était un raccourci. Et parce que je passais dans la place où il y avait les chiens. Bon, Sandra a pris ce parcours. Et sur ce chemin, je croise un homme avec un discours, ils ont tous le même à peu près. Je croise un homme qui va me dire, ah, tu aimes la danse? Oui, j'avais mon toutou, mon chignon, c'était facile à décrypter. On est en train de créer une compagnie de danse, viens avec moi, on va prendre des mesures. Voilà, je rentre dans un immeuble avec cet homme, on monte au 3e étage. Blackout, je découvrirai plus tard. L'image que j'ai après, je cours dans la rue, je rentre chez moi, je prends une douche. J'ai 11 ans. Je ne dirai rien à ma mère parce que je ne pouvais pas lui dire. Ma mère, je me pose encore la question aujourd'hui, est-ce que je ne l'ai pas dit pour ne pas lui faire de la peine? Parce que quand on a des parents comme ça, on a beaucoup de tristesse pour eux. On veut les sauver, on veut les protéger. Et d'un autre côté, aussi, on ne veut pas leur dire parce qu'on a beaucoup de colère aussi, parce que si on leur dit, ça va être notre faute. J'allais être privée des danses, j'allais être peut-être punie, et surtout, ça allait causer un problème entre eux. Si mon père savait, il allait vouloir tuer cet homme, il allait punir ma mère, il allait me punir moi, parce que c'était ma faute, c'était sa façon d'exprimer sa souciance envers moi. Faut le dire aussi. Donc, j'ai rien dit. Sauf que dans la vie, on n'a pas que notre système de famille, il y a le système extérieur. Ça a bouleversé ma vie. Je suis rentrée dans des comportements pas normaux, dans tous les sens. Et puis très vite, 13 ans, cannabis, drogue, sortir. J'ai arrêté la danse parce que je ne voulais plus faire ce parcours.
Le prof de danse appelait ma mère pour lui dire elle est douée, il faut qu'elle continue. Plus tard, je comprendrai, elle est douée, c'était ma forme d'expression en fait. Quand j'allais à la danse, je pouvais sortir tout ce que j'avais en moi, toute ma colère, toute ma tristesse. Mais ma mère a dit je peux pas m'en occuper. Elle travaillait tard avec mon père. J'ai arrêté la danse, mais je suis partie en boîte de nuit danser. Voilà. Donc je partais vendredi, je rentrais dimanche. Voilà, je faisais du 48 heures non-stop. Là encore, des fois quand j'accompagne des jeunes qui se droguent, pour beaucoup, à la suite aussi, ils vont me dire mais bon, moi 11 ans, on m'a donné un traitement. Aujourd'hui, c'est un peu les mêmes choses. Ce qu'on prenait, nous, c'était tous des médicaments quand on n'avait plus de cocaïne, on prenait tout ce qu'il y avait dans les tiroirs de nos parents. Je peux vous dire qu'en les années 80 en Espagne, codéine, amphétamine, tout était dans les tiroirs. Oui, prendre de la drogue, c'est une forme de survie, c'est une forme d'échappatoire, c'est une forme de rentrer dans un état modifié de conscience encore. Il y avait quelque chose qui était du thérapeutique. Voilà, moi à cette époque, oui, j'ai vu une fois la psychologue de l'école après cet incident du viol, j'ai commencé à pas aller en cours. Donc je suis passée d'être la petite fille parfaite à 12-13 ans, être un échec scolaire, être un renvoyé de l'école, être en classe, sauter par la fenêtre. Enfin, on était au rez-de-chaussée, pas peur. Mais je pense qu'au premier étage, j'aurais pu le faire aussi. J'ai commencé à me mettre en danger et puis je commençais à sortir avec des garçons beaucoup plus âgés. Beaucoup. Aujourd'hui, je me dis beaucoup, parce que si j'avais 13 ans, ils en avaient 21, 22. Ça fait quand même un grand écart. Mes parents, ils étaient absents, puisque trop occupés à se prendre la tête. La violence était de plus en plus présente et moi de plus en plus absente aussi. Et puis voilà. Je commence à devenir aussi moins violente, c'est-à-dire que je vais commencer à devenir violente avec mon père. Donc je vais l'affronter, on va s'affronter. Et là, il va y avoir du physique aussi, hein, des gros gifles quand je rentre en retard. Et je commence à me mettre un peu entre eux deux. Et c'est là que ma mère va me dire, est-ce qu'elle le fait pour me protéger, est-ce qu'elle le fait pour que je rentre pas, que j'arrête pas cette folie entre eux deux, parce que ce que j'ai compris plus tard, c'est que j'ai idéalisé évidemment l'amour fou, cet amour qu'on va voir au cinéma, on lit des livres pour retrouver cet amour fou, hein. Des fois, quelqu'un un jour on m'a dit, tu as eu la chance de vivre cet amour fou chez toi, de tes parents. Ah bon, les gens ils vont au cinéma pour le voir. Mais ma mère, voilà, je vais partir aux États-Unis. Mes parents n'avaient pas d'argent, mais ils travaillaient beaucoup. Donc, c'est vrai que l'éducation, c'était important pour eux. Ils n'avaient pas fait des études. Ma mère, à 14 ans, elle travaillait. Donc, c'est une forme de protection aussi mal placée, hein. Notre société, on le sait très bien, l'éducation, les études et tout ce qu'on laisse derrière. Mais pour eux, c'était aussi être parent. Non, je croyais que tu allais me dire quelque chose. Okay. Donc, je vais partir aux États-Unis en me mettant en danger. Je pars avec quelques grammes d'héroïne dans le sac. Je pourrais être en prison. Je vais faire des deals là-bas. Je pourrais être en prison là-bas. Je me mets en danger, mais voilà. Je continue dans cette forme de vie. Oui, je suis en vie. Je me suis un peu perdue peut-être. On va prendre un moment de respiration. Il ne s'agit pas d'un exposé clinique non plus sur un vécu, mais c'est surtout pour comprendre
des fois ce qui ne saute pas aux yeux quand on est face à des histoires pareilles. Je veux dire, on sait déjà que des enfants qui sont maltraités, parfois on passe à côté de bleus répétés, et quand il s'agit de violences qui imprègnent sans traçabilité, on va dire, physique, ça peut passer encore plus inaperçu, et ça n'en est pas moins une cause réelle de meurtrissure. Et ce que j'entends moi, dans ce que tu dis, Sandra, c'est que finalement, tu ne sais pas comment ça s'arrête. Tu ne sais pas comment arrêter ça. Se donner la mort, mais bon, ça ne semble pas résoudre pour autant la question. Et il y a derrière, vous l'avez entendu, ce qui est de la répétition d'une histoire familiale transgénérationnelle où la violence circule. Et il faut toujours qu'il y ait cette violence qui s'exprime. Et je vais ralentir un peu le récit et puis passer une autre étape que je vais simplement rappeler. C'est pas facile de trouver l'amour et le compagnon de vie quand on est pris dans ce registre-là. Et néanmoins, Sandra, tu vas le trouver avec quelqu'un qui a quand même un peu la même histoire que toi, même si elle ne s'exprime pas de la même façon. Toi, tu t'es envoyé dans les nuages pour parfois sauver. Lui, il pilote dans les nuages, puisqu'il est pilote de ligne. Et tu fais l'apprentissage d'être mère. Tu deviens mère, tu as un garçon qui a maintenant 16 ans, Max, et tu t'inquiètes à un moment donné parce que tu sens que toi-même, tu as de la violence intérieure. Et que si tu te présentes aux autres sans faiblesse, vu de l'extérieur, tout ce qui est dedans reste très confus. Il va y avoir à ce moment donné, et c'est le moment où je rencontre Sandra en fait, parce que moi j'ai rencontré Sandra pas sur le domaine de la protection de l'enfance, ni voilà. Sandra avait un projet artistique pour travailler sur les violences intrafamiliales et elle a, par le biais d'une relation, elle a été mise en contact avec un fonds de dotation, une fondation, on va dire, qui relie art et fait de société. Donc les violences intrafamiliales sont un fait de société. Et donc j'ai rencontré Sandra à cette occasion et nous avons eu de longues discussions puisque j'étais l'administrateur référent du fonds de dotation pour ton projet. Et dans les entretiens, j'ai eu, parce que je dis bien entretien comme ce qui se tient entre, quand on s'écoute, le lien qui se crée. J'ai découvert, non pas que je ne connaisse pas le processus, mais qu'il était en route chez Sandra quelque chose de l'ordre de la remémoration, de la perlaboration, et que ça, c'était indispensable à s'inscrire dans un chemin de résilience, parce que la résilience, ce n'est pas forcément accessible à tout le monde. J'ai le très mauvais rôle, on me demande d'accélérer. Si on pouvait terminer dans les 10 minutes, ce serait 10 minutes. Parfait. Alors, simplement, je vais passer au deuxième volet pour qu'elle puisse en parler. Elle fait une rencontre formidable. Elle produit un film de 72 minutes sur Frank Horvat, qui est un photographe mondialement connu, décédé pendant la période du Covid. Et elle rencontre cet homme qui est un personnage qui rappelle son père dans la stature, séduction, etc., mais qui est un grand malade aussi mental, on pourrait dire, hein, comme on peut tous l'être à son degré. Et son père, ton père, vient de perdre la parole et Frank Horvat est en train de perdre la mémoire. Et Frank Horvat se repose sur Sandra en lui disant « Je te fais confiance, je sais que artistiquement, tu rendras compte de mon œuvre. » Et ça bascule
c'est en même temps le chemin que tu prends d'une formation de thérapeute. Et aujourd'hui, tu travailles dans le cadre du CMP de Montargis et tu apportes une pierre à l'édifice, on dira, de l'accueil de ces violences intrafamiliales. J'aimerais bien que tu en dises 2 mots quand même. 2 mots. Alors, peut-être vous avez vu, enfin, on pourrait, vous le savez, en parler pendant des heures. Je pense que pour ceux qui l'ont vu, il y a une petite exposition qu'on a fait avec des écrits et des dessins d'adolescents, des jeunes adultes que j'accompagne. Ça, c'est le travail qu'on fait comme outil, la créativité. Donc, c'est par la créativité que je vais commencer mon travail thérapeutique moi-même. Donc, les photos, des vidéos, les témoignages que vous avez entendus, c'était un travail à la base artistique. Je m'enregistre, je me réécoute et je commence à travailler sur mon histoire. Comme disait Didier, pour revenir en fait à la violence, parce que c'est notre sujet, oui, quand on porte la violence à nous, parce que j'ai compris, j'ai l'hérité, elle était aussi à moi, donc des fois, voilà, on est triste, mais des fois on vrille aussi, grosse colère. Selon les métiers qu'on fait, des fois ça peut servir, quand on travaille dans l'audiovisuel, il faut faire des tournages. Alors Sandra, on la sort par la fenêtre, on la sort par la porte, elle rentre par la fenêtre, parce qu'il faut avoir à tout prix ce qu'on nous a demandé de faire. Un jour on craque et on se pose des questions. Pourquoi je suis en train de donner tout ça? La violence intrafamiliale, quand on étudie le génogramme, j'ai compris, les héritiers de la guerre civile, un frère de chaque côté. Donc c'est intéressant de voir aussi l'histoire avec une grande H. On parlait des traumas collectifs, donc traumas collectifs aussi dans nos sociétés. Et puis aussi quand on a vécu et grandi dans la violence, même si on a été, on va dire, étiqueté comme victime, cette violence on la porte, et quand on devient parent, quand on devient mère, c'est très compliqué. Déjà, je ne voulais pas d'enfants, j'ai compris plus tard pourquoi. Je ne voulais pas en fratrie, j'ai compris aussi plus tard pourquoi. Je ne voulais pas revivre mon histoire. Déjà, j'avais quelque chose qui était intéressant, c'est que je ne voulais pas répéter, je ne voulais pas reproduire. Je voulais me construire contre, mais se construire contre, ça peut être aussi très dangereux. On parlait de trop. Donc le trop, c'est le trop de protection. On n'a pas assez parlé, ça sera un prochaines assises aussi, des femmes maltraitées qui deviennent maltraitantes. Quand on a été maltraité, on peut devenir maltraitant. C'était aussi ma question à ce moment-là. Comment je vais faire tant que mère? Donc je deviens moi-même violente aussi avec mon compagnon. C'est très important de le dire. Aujourd'hui, j'accueille des femmes, des jeunes de 25 ans qui vont venir au cabinet parce qu'elles sont violentes. Je les félicite. En fait, les femmes violentes existent aussi. J'ai compris donc avec mon compagnon, on s'est rencontrés, on était tous les deux d'OCA, des cas. On n'attendait rien de nous, on a été un couple thérapeutique, on s'est soutenus, on a été des moteurs, on est arrivé là où on est aujourd'hui. Mais dans notre parcours de violence, j'ai compris, en fait. J'ai réveillé le monstre en lui pour qu'il me tue. C'est important de le dire. C'est-à-dire que cette violence que moi j'avais, je pouvais la retourner contre moi. Pouvais la retourner contre lui pour qu'il la retourne contre moi. Et les mères aussi, parce que je l'ai vécu. Et je vais aller très vite parce que je sens que ça s'agite. Et on acquise. Cette violence aussi, les mères peuvent la sortir sur leurs enfants. Parce que on sait de façon générale, les femmes, c'est l'autodestruction. Donc on parle de scarification, suicide, toxicomanie, prostitution, beaucoup plus pour les femmes. Les femmes qui deviennent mères, cette autodestruction, elle va aller vers les enfants. On entendait hier donc un collègue qui faisait une intervention qui parlait de comment ça, les femmes incestueuses, les femmes violentes, c'est difficile. C'est le prochain volet. Peut-être comme je suis femme, je peux en parler. Il faut faire aussi, quand on travaille avec
comme vous tous, dans la protection de l'enfance, cette idée de pour protéger l'enfant, on protège la mère, bon, c'est tout le débat autour de ça. Les femmes peuvent être aussi violentes. Donc voilà, et pour finir, juste, donc je deviens thérapeute de famille. Pourquoi thérapeute de famille? J'ai vu les parcours différents proposés en France, donc psychologie classique, ça ne me disait pas. Évidemment, c'était plus Freud, les écrits de Centre Bout de Chaumont, Martini, Sabourin, qui parlent de cette violence, déjà il y a 30 ans. Thérapeute de famille pour recevoir le système, parce que voir l'enfant à l'individuel, quand je m'imaginais moi un individuel, on ne pouvait rien voir. Aujourd'hui, quand je reçois une famille ou thérapie de réseau, je vous invite à vous renseigner pour ceux qui ne connaissent pas, thérapie des réseaux. Moi, je rêve de ça, que tous les professionnels, on puisse travailler ensemble, éducateurs, psy, CPE, avocats, pour préparer quand il y a des procès. Le travail ensemble, c'est essentiel. Vous êtes des référents de travail d'équipe, comme j'ai vu ici pendant ces 3 jours. Vous êtes les référents pour ces enfants. Si vous fonctionnez ensemble, ils vont croire. Et recevoir en famille ensemble, même si c'est pour une fois, c'est même pas déclencher une thérapie, c'est un entretien des familles. Vous allez voir tout le monde ensemble et vous allez voir ce qui se passe aussi entre eux. Un enfant qui parle, que d'un coup ne parle pas, ça peut vous dire beaucoup de choses autour de la violence. Voilà. Vous pouvez prendre mon email, je serai ravie d'échanger avec vous et continuer et avoir plus de temps. Merci beaucoup. J'ai pas de mot de conclusion. Je veux dire que je suis dans la fonction de celui qui enregistre et pas plus. Et comme vous venez d'enregistrer et pas plus, c'est les échos qui en viennent derrière. Mais peut-être que Lionel, pour faire un lien avec ce qu'il a dit précédemment, peut dire 2 mots. Et après, on projettera la dernière capsule qui clôt un peu le... J'ai surtout envie de voir la dernière vidéo de Sandra que je connais et que j'ai envie de revoir. J'ai accroché mais sur plein de choses, mais sur la figure du volcan. Et juste, moi qui aurais voulu devenir géologue, mais je suis devenu psychologue, enfin c'est pas loin sur le travail sur les profondeurs, je sais que sur les pentes des volcans, d'abord ça brûle, mais ça peut devenir très fertile aussi. Merci beaucoup. La vidéo, si c'est possible. Merci. Cette nuit, j'ai fait un rêve. Je me suis vue morte. C'était mes funérailles. Mon mari et mon fils, entourés par mes amis, pleuraient ma mort. Ils m'y pleuraient? Mais pourquoi? Allais-je leur manquer? Mais c'est en les voyant que j'ai compris quelque chose. Ou plutôt que j'ai senti quelque chose que je n'avais encore senti. De l'amour envers moi. Mais difficile de comprendre quand depuis son enfance, nous pensons être une charge. Et même quand dans sa vie d'adulte, nous continuons à se sentir comme une charge. Dès mon enfance, je suis tout naturellement devenue un poids. Un poids qui venait sans prévenir sur ma poitrine et qui m'empêchait de respirer. Un poids accompagné d'incessants ruminements qui envahissaient ma tête, m'isolant dans un monde parallèle. J'ai toujours eu l'impression que j'étais envahie par de nombreuses personnes dans ma tête qui prenaient la parole et se parlaient entre elles en m'ignorant. Je croyais tout simplement être folle.
J'avais la sensation que ce n'était pas moi qui prenais les décisions, mais une autre. Aujourd'hui, je me dis que cet autre était mon instinct de survie. Mon instinct m'a sauvée. C'est mon instinct qui a pris les décisions à ma place quand je n'étais pas capable. Mais revenons à mes funérailles. J'étais là, allongée, habillée en noir comme d'habitude, et je voyais les gens défiler, pleurer. Mais pourquoi j'étais là? Morte? Allongée de l'autre côté? De l'autre côté? Moi, j'étais ailleurs. Je sais bien, j'avais perdu toute compréhension du monde qui m'entourait. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Puis je me suis réveillée. Non. Je ne suis pas morte. Cette nuit, certes, je venais d'enterrer l'autre. Celle qui ne pouvait pas prendre de décision. Celle qui était tétanisée, celle qui se sentait comme une charge. Celle qui se sentait comme un poids. Celle qui se sentait comme un poids, comme une charge. Celle qui portait sur ses épaules un trop gros poids pour un si petit enfant. Je venais d'assister à mes propres funérailles, mais dans un rêve. Mais du fait d'être encore en vie, j'ai compris quelque chose. Je venais de naître à nouveau. Depuis, je me sens légère, libérée du poids. Libre.